Bonjour à tous, bienvenue dans la 5e vidéo, donc petit 4, les différentes écoles d'analyse. Donc c'est la dernière vidéo de l'introduction. Aujourd'hui on va s'intéresser aux différentes approches de l'analyse et non pas du trading. Donc on va confronter l'analyse fondamentale avec donc plutôt une approche via le trading, c'est-à-dire l'analyse fondamentale et le trading. Est-ce que ce sont des approches qui sont finalement compatibles? Et on parlera du problème de l'accès à l'information. On va opposer l'analyse fondamentale à l'analyse comportementale en parlant de ses axiomes, donc les linéaments de l'analyse comportementale, ce qu'il a défini, la base en fait, et des différents styles d'analyse comportementale qui existent. Et on finira par parler d'analyse quantitative, alors pas l'analyse quantitative mathématique, j'ai pas envie de vous perdre, de toute façon je n'ai pas la compétence, mais plutôt sous l'égide de la modélisation d'un mouvement. Donc voilà, 3 types d'analyse, 3 types d'approches qui sont non pas tout opposés, mais qui peuvent être complémentaires. Ça sera à vous d'en juger. Alors, première partie, l'analyse fondamentale. Alors, avant tout, peut-être une petite définition de l'analyse fondamentale. En gros, pour faire simple, il s'agit d'analyser des chiffres. Il s'agit d'analyser des chiffres économiques pour essayer de comprendre en fait la situation et pour essayer d'anticiper ce que ferait le marché avec ces chiffres. En gros, si on pouvait le dire d'une autre manière, donc l'analyse fondamentale, elle repose sur une transposition de l'économie réelle sur les cours boursiers. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour elle, la réalité de l'économie, on peut la traduire dans la réalité des cours boursiers. Donc en gros, cours boursier égale économie réelle. Bon alors, le petit souci qu'on a quand même, c'est que ça n'explique pas du coup l'existence des bulles ni des cracks. Puisqu'en gros, là on partirait du principe que les cours obéiraient à l'économie réelle. Ce qui évidemment est complètement faux. Enfin pas complètement, j'exagère. Donc en fait, la base principale, c'est qu'elle part du principe qu'à une situation donnée, l'interprétation que va en faire le marché sera liée à une logique économique et non pas une logique comportementale ou une illogique économique, comme ce qui crée par exemple les bulles. Donc il va s'agir d'analyser plein de choses, par exemple ça peut être la situation économique d'un pays, d'une société, d'une zone géographique ou économique, de comprendre les enjeux à venir, etc., etc. Tout ça pour anticiper ce que peut faire le marché. Alors on va prendre un exemple. Dans l'analyse fondamentale, il y a également plusieurs approches et il y a l'analyse financière d'une société. C'est une analyse qui a une très grosse place dans le domaine de l'investissement. Alors en gros, ça repose sur quoi? On va analyser donc les chiffres, comme on l'a dit, les chiffres d'une société. Donc le bénéfice, les charges d'exploitation, le chiffre d'affaires, etc., etc. Donc ça, c'est le côté factuel, on va dire. Mais pas que. On va aussi analyser sa politique d'investissement. Par exemple, quand elle a des bénéfices, comment va réinvestir la société? Est-ce qu'elle va les réinvestir dans les infrastructures, dans de l'embauche, dans l'amélioration de ses produits, dans le développement de futurs produits, etc., etc., dans la recherche et développement. Ensuite, il faudra comprendre sa stratégie de développement aussi, comment est-ce que la société pense se développer, de comprendre ses produits, qu'est-ce que la société vend, quel est le marché de ses produits, la cible, les concurrents également, et aussi les comportements face aux actionnaires. Par exemple, savoir si la société elle est plus enclin à favoriser son actionnaire, à lui reverser des dividendes, ou plutôt à favoriser son investissement ou ses propres employés, et donc à ne pas verser de dividendes ou à tout garder pour réinvestir ou faire des sortes comme ça. Donc voilà, tout ça en fait va servir à estimer pour l'analyste si la société va à l'avenir être intéressante ou non, va être rentable ou non, et s'il faut investir dedans ou non. Donc voilà, ça c'est un exemple d'analyse financière. Bon, si on faisait le parallèle avec le trading, la question c'est surtout ça qui nous intéresse, parce qu'on fait ici du trading et non pas de l'investissement, c'est est-ce que cette analyse a une place dans le trading? Alors, déjà le problème majeur de l'analyse fondamentale c'est le timing, ça on va y revenir après. Il faut peut-être juste comprendre 2-3 trucs. Bon, on va dire qu'il y a les tendances, les mouvements à moyen terme et à long terme, et les mouvements à court terme. Les mouvements à moyen et long terme, on peut appeler ça les mouvements de fond. Donc en fait, ces mouvements de fond, ils ont généralement des raisons fondamentales d'exister. Par exemple,
Lorsque vous avez une situation économique sur un pays, ou lorsque vous avez une nouvelle ou quelque chose qui va pousser les banquiers centraux à agir. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé sur l'euro relativement récemment, hein, au cours des 4-5 derniers mois, on avait une pression populaire, on avait une pression industrielle, on avait une pression politique, on avait une pression économique sur le fait que l'euro commençait à être un peu trop haut, que ça freinait du coup les exportations, etc. etc. Et donc, ça freinait la compétitivité en fait. Et donc, raison fondamentale, vu le contexte économique, vu la situation, vu qu'on a besoin d'un super coup de pied dans la fourmilière pour un peu faire bouger les choses, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le banquier central européen, Draghi, a donc décidé de mettre les moyens sur la table et donc de faire chuter l'euro. Alors, donc, fondamentalement, la tendance de fond qui s'inscrit sur l'eurodoll, la raison est fondamentale, d'accord? C'est parce que, compte tenu de l'économie, compte tenu des mesures économiques qui sont prises et qui vont être prises sur l'euro, ben, ça fait baisser l'euro. Parce que le marché se dit, ben voilà, par rapport à ça, effectivement, l'euro va descendre, donc il faut continuer à le vendre. Maintenant, ce qui crée les mouvements à court terme, c'est-à-dire les petites tendances, les tendances journalières, les petits mouvements, ça n'a rien à voir avec le côté fondamental. Alors bien sûr, les tendances court terme sont reliées aux tendances long terme, ça c'est un tout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'analyse fondamentale, si elle avait une place dans le trading, ce serait plutôt pour se focaliser sur certaines opportunités. Hein, par exemple, se dire, bah tiens, compte tenu de la situation au Canada, c'est pas tenable, à un moment donné, il va se passer quelque chose, il va y avoir une réaction qui va être prise, donc je vais me focaliser sur les devises liées aux Canadiens, et puis bah, dès que quelque chose va se passer au niveau à plus court terme, j'essaie peut-être de prendre une position. Plein de choses comme ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les tendances à court terme, elles s'expliquent plus par le comportement des acteurs. Les tendances à moyen long terme, elles s'expliquent plus par des raisons fondamentales. Alors ça signifie que l'analyse fondamentale peut avoir sa place dans le trading, mais pas pour trouver le timing, c'est-à-dire pas pour savoir quand entrer ou quand sortir. Ça va plutôt être utile pour savoir dans quel sens est-ce qu'il vaudrait mieux que je me positionne, ou quels sont les marchés qu'il vaudrait mieux que je commence à choisir. Alors, autre raison fondamentale, par exemple, lorsqu'un peg est décidé, ou lorsqu'un basket ou qu'un niveau est décidé, par exemple ce que l'on a sur l'USD-HKD, ce que l'on a sur l'euro franc suisse, ce qu'on a sur l'euro DKK, ou même un peu ce qu'on a sur l'eurodoll, parce que je ne pourrais peut-être pas de basket ou de peg sur l'eurodoll, mais un peu quand même. Donc voilà, tout ça, ça a des raisons fondamentales qui font que ça va créer des mouvements haussiers ou baissiers. Et ensuite, on va essayer de se positionner à court terme sur des réactions du marché. D'accord? Alors, l'analyse fondamentale, donc comme je le disais, voilà, le souci, hein, c'est que dans le meilleur des cas, elle donne une orientation à suivre à moyen ou long terme, mais elle n'indique pas vraiment où rentrer, ni quand rentrer, ni où sortir, ni comment, etc. etc. Alors, l'autre souci de l'analyse fondamentale, outre le timing, c'est l'accès à l'information. Puisque pour ça, on a besoin quand même d'une information. Donc il faut que l'accès à l'information soit rapide, qu'elle soit pas restée le moins possible. Et le pire en fait, c'est que même si on a accès à l'information, même si on arrive à l'interpréter correctement, le problème de l'analyse fondamentale, c'est que là en fait on va analyser des faits économiques. D'accord? Donc le souci c'est que le tout c'est de pas de faire une bonne analyse fondamentale. En fait il faudrait que l'analyse fondamentale que l'on fasse soit la même que celle que le marché va faire. Vous suivez? Donc en gros, en fait, on pourrait dire qu'il faut être capable d'interpréter non pas correctement ce que l'on a sous les yeux, mais il faudrait être capable de l'analyser comme le ferait le consensus. C'est-à-dire que quand on est tout seul chez soi, sans professionnel, sans contact avec une salle de marché, sans les rumeurs, les analystes, etc., c'est tout de suite un tout petit peu plus compliqué. Surtout sans comprendre comment marche un peu tout ça, ce qu'attendent réellement les marchés au final. Alors après, l'analyse fondamentale, il ne faut pas confondre ça, hein, je fais une petite parenthèse avec le trading de news. L'analyse fondamentale, qu'est-ce que ce serait? Ça serait par exemple de regarder, plusieurs nouvelles sur un laps de temps relativement court, un peu plus long, et dire ben voilà, compte tenu de tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, compte tenu de tel discours, compte tenu de telle situation, alors normalement, la grosse nouvelle, donc le PIB devrait monter, descendre, le chômage devrait faire ci, la banque centrale devrait agir comme ci, la politique devrait par exemple mettre en place telle ou telle mesure. Donc c'est ça en fait l'analyse fondamentale, c'est on regarde ce qui se passe
et on essaie d'en avoir une analyse et d'anticiper ce qui va se passer, ce que va faire le marché, comment on va interpréter le marché. Donc, il faut avoir la même interprétation que le marché. Après, il y a le trading de news, là, c'est pas pareil. Le trading de news, par exemple, on regarderait un calendrier économique et on dirait, ben voilà, il va y avoir une grosse news sur telle ou telle devise ou telle ou telle action. Donc, je vais essayer de me positionner. Parce que qu'est-ce que signifie en fait une news? La news va faire que le marché va stagner, le marché va attendre en fait la publication de la nouvelle pour prendre une position. Sauf que pendant un certain temps avant la news, il y avait des anticipations qui ont été faites par les traders, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, comme je disais tout à l'heure, en fonction de ce qui est sorti avant, ils pensent que le PIB par exemple va monter. Donc ils vont commencer à acheter un peu avant la publication du PIB, pensant que le PIB va monter. Et là, il y a deux possibilités. Quand le PIB va sortir, soit il va dépasser une certaine déviation, on appelle ça des triggers, des signaux. Donc par exemple, le PIB était attendu à la hausse, mais finalement, le PIB sort avec une hausse encore plus importante. Donc c'est une surprise, donc là, le marché va acheter et donc le mouvement va monter énormément. Ou alors, surprise, le PIB baisse, ou en tout cas est plus bas, beaucoup moins haut que prévu, et du coup, c'est ça le surprise, et donc les anticipations ont été mauvaises, et boum, là, le marché se casse la gueule. Alors là, on voit que je parle plus de réaction et de comportement plus que d'analyse. Donc ça me fera la transition avec l'analyse comportementale juste un peu après. Voilà, l'idée c'est que l'analyse fondamentale en fait ne doit pas être confondue avec le trading de news qui sera plutôt proche de l'analyse comportementale. L'analyse fondamentale c'est bien l'analyse des données économiques, l'analyse des données microéconomiques, l'analyse des données macroéconomiques. D'accord? Et ensuite en analysant tout ça, on va estimer, deviner si telle ou telle société fera des bénéfices, si telle ou telle politique sera mise en œuvre, et donc on va se positionner sur le marché en fonction de ces anticipations. D'accord? C'est ça un peu l'analyse fondamentale. Donc, c'est pas que ça n'a pas sa place dans le trading, mais que, comme on l'a vu, c'est une place limitée. Ça serait plutôt plus pour l'orientation des mouvements de fond, des mouvements long terme, ou alors le choix de garder le focus sur telle ou telle paire, tel ou tel marché. Alors l'analyse comportementale, là tout de suite ça va beaucoup plus nous intéresser. Alors, acheter l'axiome de l'analyse comportementale, acheter la rumeur, vendre la nouvelle, tout est déjà dans le prix. Alors qu'est-ce que ça veut dire acheter la rumeur, vendre la nouvelle? C'est ce que l'on a dit tout à l'heure. Les traders en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à anticiper les annonces et l'évolution économique. Donc ils agissent en amont des annonces et en amont de la situation économique. En fait, ils essaient de prédire ce qui va se passer pour être le premier à s'être positionné dans le prix et donc pour gagner le plus possible. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on achète une rumeur, donc la rumeur arrive, on achète, et quand la nouvelle arrive, c'est-à-dire quand la rumeur est concrétisée ou pas, on vend la nouvelle. D'accord? Donc ça signifie que les marchés ne sont faits que d'anticipation. Alors l'analyse comportementale, ça consiste à quoi? Ça consiste à analyser, comparativement à l'analyse fondamentale, non pas des données financières, des données fondamentales, mais plutôt d'analyser les anticipations de ces traders et leurs réactions, en analysant leur comportement. Alors comment est-ce qu'on fait pour analyser le comportement de ces acteurs? En fait, leur comportement est retranscrit dans le prix. Tout est déjà dans le prix. Quand le comportement est à la hausse, quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le marché va monter. Quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le marché va descendre. Quand les traders et les spéculateurs sont dans l'expectative de quelque chose, le marché va stagner. Quand les traders ne savent plus où donner la tête, le marché va être extrêmement volatile, extrêmement nerveux. Certains niveaux vont être enfoncés. Certaines figures graphiques vont pouvoir se détecter, se voir. D'accord? Donc, en fait, la grosse différence, en fait, si on regarde ce que c'est l'analyse comportementale par rapport à l'analyse fondamentale, l'analyse fondamentale, on va analyser des chiffres, on va analyser des consensus d'analystes. D'accord? Le trading comportemental, c'est différent. Là, on va plutôt analyser des comportements, des réactions, qui peuvent être des réactions par rapport à des données fondamentales. Mais surtout, on va plutôt analyser le consensus des traders, des gens qui agissent et non pas des analystes. Grosse différence. Donc, l'analyse comportementale permet, comme j'ai dit, d'anticiper de ça. Alors attention, il y a quand même 2-3 petites choses à mettre en garde. Par exemple, je disais, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ça va monter. C'est à la fois vrai et faux. En fait, comme on va le voir dans la leçon suivante, et puis un peu plus tard dans même celle-ci, des fois il y a des hausses qui sont factices.
Par exemple, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs à un instant T. Sauf qu'en fait, tous les vendeurs attendent beaucoup plus haut. Ils sont en dehors du marché pour l'instant. Donc à l'instant T, dans le marché, oui, il y a plus d'acheteurs, donc le marché monte. Mais en fait, ça peut être un piège. Les vendeurs attendent beaucoup plus haut, et quand ce point arrive, là, tous les vendeurs arrivent, et boum, plus d'acheteurs, et le marché dégringole. Donc, le problème de l'analyse comportementale, c'est qu'on peut qualifier une réaction actuelle, un comportement actuel, mais c'est très compliqué de prévoir, de prédire ce qui pourrait se passer. De toute façon, toute approche est compliquée dans la prédiction, dans la prévision. C'est pour ça que de toute façon, il faut se contenter de qualifier ce qui se passe. Alors, il y a quelques approches qui, des fois, permettent quand même de voir un peu ces petits pièges dans l'analyse comportementale. C'est tout ce qui est les approches à base de profil de marché, de volume. Ça, on va en parler un tout petit peu après. Mais en gros, ce qu'il faut retenir dans l'axiome de l'analyse comportementale, c'est que tout est déjà dans le prix, et donc on va plutôt s'intéresser au comportement. D'accord ? Donc, au lieu d'anticiper et d'analyser un contexte macroéconomique et de pouvoir se tromper par rapport donc, au consensus, on va plutôt analyser les anticipations et les réactions du consensus. D'accord ? Du consensus qui trade et non pas du consensus qui analyse. Voilà en gros la grosse différence entre analyse comportementale et analyse fondamentale. Alors à chacun son style dans l'analyse comportementale. Il y a plusieurs disciplines, plusieurs écoles. Alors la première, ce serait l'analyse chartiste. Donc c'est l'étude des graphiques, l'étude de l'évolution du prix, l'étude des théories, des différentes théories d'analyse graphique, hein, les vagues d'Edo, les vagues d'Elliott, et j'en passe et des meilleurs, des ésotériques comme des un peu plus logiques. Donc en fait, l'analyse des graphiques, on va l'étudier juste après, ça correspond à analyser l'évolution du prix. Et comme on l'a vu, le prix, c'est la transcription des comportements des acteurs sur le marché. Alors après, il y a l'analyse technique. L'analyse technique, c'est plutôt l'étude des indicateurs techniques et mathématiques, et des concepts techniques également. Alors, en fait, si vous voulez, le chartisme, donc l'analyse chartiste, c'est plus pour, comme on l'a vu, montrer l'évolution du prix. Donc, on va pouvoir voir dans quel sens le prix évolue, où se positionnent plutôt les points d'inflexion, hein, là où ont été les gros points de vente, là où ont été les gros points d'achat. On peut essayer de voir un peu des sortes de... Oui, des mouvements, des tendances en fait, qui se dessinent. L'analyse technique, elle va avoir plutôt pour ambition d'aider le trader à y voir un peu plus clair sur certains éléments qui sont plus compliqués à voir à l'œil nu. Par exemple, l'accélération. Donc comment est-ce qu'on pourrait mesurer l'accélération d'un graphique ? Là, on va utiliser un indicateur qui va mesurer l'accélération. La distribution de la volatilité, le ralentissement d'une tendance. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir également ? Le positionnement par rapport à des plus hauts, par rapport à des plus bas. Bref, en gros, ça aussi on va l'étudier, les indicateurs, donc des outils qui vont, via l'étude mathématique du prix, nous donner des informations qui sont plus compliquées à voir à l'œil nu. Donc ça va faciliter en fait notre lecture. L'analyse technique facilite la lecture des graphiques. Et puis il y a l'analyse volumique, étude des carnets d'ordre, des profils de marché, etc. Donc un peu comme on l'a dit tout à l'heure, là, on s'intéresse plus au comportement, mais également à ce que l'on voit non plus sur le marché, sur le graphique, pardon, mais plutôt sur le marché. C'est-à-dire qu'on va plutôt analyser où sont les acheteurs et les vendeurs. On va regarder leurs ordres. On va regarder s'il y a des zones de ce qu'on appelle les supports résistants, donc des zones d'offres et des zones de demande. On va analyser tout ça, en gros, ce qu'on appelle la microstructure des marchés. On va analyser comment, concrètement, vont évoluer les mouvements par rapport à l'offre et la demande. D'accord ? Donc c'est un peu plus complexe que les deux précédentes analyses, mais ça vaut son pesant d'or également. Alors, à chacun son style, ça ne veut pas dire que les trois ne sont pas complémentaires. Très loin de là. Les trois sont extrêmement complémentaires. Et si vous êtes vous êtes un bon analyste chartiste technique et que vous êtes doué en analyse volumique, normalement, vous aurez donc une bonne... et en plus, si vous avez l'analyse fondamentale, c'est-à-dire que l'analyse chartiste va vous donner de bonnes indications sur l'orientation globale du mouvement. L'analyse technique va pouvoir vous donner des informations sur les vitesses, etc., etc. Et l'analyse volumique pourrait vous donner un très bon timing pour les points d'entrée, pour les points de sortie, ou pour éviter certains pièges. Alors ces trois approches, c'est assez cyclique en fait. C'est en fonction, si on prend l'histoire récente du trading, des forums, etc., de la démocratisation du Forex, avant que le Forex soit ouvert aux particuliers, avant tout ça, on va dire que c'était plutôt peut-être l'analyse volumique.
qui était la plus importante. Dans les années 90-2000, la plupart des gens sur les forums, notamment les forums, les ancestraux forums, ils étaient plutôt sur l'étude des carnets d'ordre. Il y avait un peu d'analyse technique, mais c'est vrai que, en tout cas en France, peut-être pas entre Atlantique, c'était quand même plus l'analyse des carnets d'ordre et des profils de marché. Pareil, dans la plupart des salles de marché, c'est la plupart du temps du trading sur carnet d'ordre ou sur profil de marché, notamment sur les marchés des futurs, surtout sur les marchés des futurs. La plupart des traders vont trader donc du coup une approche comportementale en analysant un peu ce qui se passe en fait dans les ordres. Après, il y a eu la démocratisation du forex qui a eu beaucoup de conséquences. Alors la démocratisation, en fait, qu'est-ce que c'est? Moi, quand j'ai commencé, par exemple, pour donner un ordre de grandeur, pour ouvrir un compte de trading sur le forex, il fallait au minimum 50 000 euros. Et puis, au fur et à mesure en fait, des années, les brokers ont commencé à abaisser, alors avant c'était que des market makers, ont commencé à abaisser en fait leur ticket d'entrée à 10 000, à 20 000, à 10 000, à 5 000, jusqu'à ce que 2008 ou 2009, les brokers américains débarquent en Europe avec FXDD et FXLite et proposent des comptes à partir de 100 $. Donc là, ça a été l'explosion. Plein de monde a commencé à ouvrir des comptes et avec le succès plutôt mitigé, si on voit quand même tous les problèmes que ça a créé avec tous les brokers pourris qui ont poussé. Et donc, quelle était la conséquence? Sur les anciens forums, il y avait énormément de gens de qualité qui avaient une expérience énorme, une soif de partager, parce que c'est des passionnés. Et ils n'avaient pas forcément le profil du trader dont on pourrait se figurer. Voilà, c'est on va dire les dinosaures en fait un peu des forums et du trading qui avaient leurs propres approches et qui aimaient bien la partager. Et puis on a eu une vague de débutants qui est arrivée et qui a commencé à poser plein de questions, qui a commencé à vouloir qu'on tout lui arrive dans la bouche. Pourquoi? Parce que la différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant c'était plutôt pour les passionnés, donc pour ceux qui faisaient beaucoup de recherche et beaucoup de travail personnel. Et à partir du moment où ça a été pour tout le monde, ouvert à tous, comme vous savez, comme sont la plupart des gens, c'est il faut que tout soit déjà fait et qu'on nous donne plein de conseils et qu'on nous aide. Donc du coup ça a fait fuir ou rendu privé beaucoup d'anciens forums et beaucoup d'anciens membres au profit de nouveaux profils sur les forums. Et du coup, on a eu une énorme baisse de qualité des forums. Les forums sont devenus des outils marketing, alors qu'avant c'était des outils de communication. Je ne connais pas beaucoup de forums qui sont juste pour la communication. La plupart du temps, c'est pour vendre des ouvertures de compte pour des brokers. Et donc voilà. Et le souci, c'est que donc baisse de la qualité, augmentation des marketing, ça fait quoi? Augmentation de la mode de l'analyse technique. Et donc on est arrivé à la grande mode de l'analyse technique et des indicateurs avec l'explosion en fait de cette discipline où tout le monde ne faisait que ça, ne parlait que de ça, et tous les forums c'était voilà, j'ai tel ou tel indicateur, voilà, je les combine entre eux et j'ai telle ou telle technique. C'était marrant parce que c'était une époque où il y avait une sorte de vague qui disait voilà, en gros ça a différencié en fait, ça crée des castes en fait. Ça a créé des castes sur les forums et il y avait donc les anciens ou les nouveaux qui s'intéressaient aux entre guillemets anciennes méthodes, c'est-à-dire tout ce qui était chartisme, analyse des prix, des supports résistance et des volumes, et les nouveaux qui faisaient plutôt d'analyse technique. Et c'est vrai qu'il y avait confrontation un peu entre ces deux mondes. Ceux qui faisaient ce qu'on appelle du naked trading, donc du trading à nu, n'appréciaient pas forcément ceux qui faisaient de la pure technique, et c'est vrai qu'il y avait des problèmes d'ego en disant non mais moi je fais du trading à nu, c'est-à-dire que je comprends mieux les graphiques que toi avec tes indicateurs. Bref, ça a créé pas mal de scissions et du coup il y a des forums qui sont spécialisés pour les débutants et ça a créé d'autres problèmes, et des forums qui sont restés plutôt pour les initiés. Et puis grâce à la démocratisation, il y a des sociétés qui ont commencé à faire de grosses fortunes et qui ont commencé à réinvestir cet argent dans l'éducation, qui ont commencé à réinvestir leur argent dans des conférences, des machins comme ça. Et alors pour moi, il y a une grosse influence de DailyFX. DailyFX qui est un excellent site avec d'excellentes analystes techniques et aussi des analystes fondamentales. J'ai peut-être oublié de mentionner ça dans la partie sur l'analyse fondamentale. Où voilà, pour ceux que ça intéresse quand même, où est-ce qu'on pourrait avoir des informations? Il y a Twitter. Twitter qui est une excellente source d'informations et qui de toute façon se propose de faire l'écho de ce qui se passe sur la plupart des sites. Donc essayez de suivre sur Twitter ceux qui font de l'analyse fondamentale, un peu d'analyse graphique. Moi je vous recommande surtout DailyFX. Je pense que ça suffit à lui-même ce site. Il est vraiment excellent. Moi-même je le suis. Donc voilà. Donc l'idée c'est, j'en reviens à tout ça, c'est grâce à ce genre de forum et des analystes comme Nicolas Chéron et autres qui utilisent plutôt l'analyse chartiste,
on voit qu'il y a des modes, la mode du chartisme est revenue. Alors c'est marrant en parlant de mode parce que bah, pareil, il y a donc Karen qui elle plutôt sur l'Ishimoku, qui est un indicateur qu'on n'étudiera pas, mais qui est plutôt par les techniques. Et du coup on voit qu'il y a également une mode de Ishimoku qui revient en force. C'est hallucinant la capacité d'influence qu'a ce forum sur les modes en ce moment. Et c'est vrai que, et pareil, l'analyse volumique est revenue en force sur DailyFX par deux trois membres qui ont commencé à en reparler, et ça a fait effet boule de neige. Et j'ai l'impression que DailyFX, en fait, c'est une sorte de foyer comment on pourrait dire ça, ouais, de foyer de nouvelles modes ou concepts, enfin, qui reviennent à la mode, en fait. Hein. Et donc, en ce moment, c'est vrai qu'on a l'analyse chartiste qui est revenue par rapport à l'analyse technique, et surtout, on a un gros renfort de l'analyse volumique qui est revenu également en force. Et c'est pas plus mal, parce que ce sont des approches qui sont extrêmement intéressantes, qui peuvent être très bonnes. Alors moi personnellement, je suis prêt plutôt analyse chartiste et technique, encore que on a plutôt notre propre approche. Mais voilà, chacun son style, les trois sont complémentaires, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est vrai que bien souvent, malheureusement, ceux qui appartiennent à telle ou telle catégorie d'analystes essaient de discréditer ou n'aiment pas du tout l'autre branche. Non, il faut un peu d'humilité, les trois se valent, les trois ont leurs avantages et leurs inconvénients, les trois sont complémentaires, et les trois peuvent vous faire gagner de l'argent, ça dépend ensuite de votre sensibilité. Le trading, l'analyse, c'est personnel, d'accord. S'il y en a un qui a une très bonne analyse chartiste, peut-être que vous, avec les mêmes outils, vous aurez des analyses chartistes pourries. Peut-être que vous serez meilleur avec de l'analyse technique ou de l'analyse volumique. Troisième partie, l'analyse quantitative. Alors, l'analyse quantitative, je crois que c'est le sujet qui est juste le plus passionnant, le plus intéressant dans le trading, qui est aussi le plus compliqué et qui est bien souvent hors de la portée de la plupart, dont la mienne. Donc moi, je ne parlerai que de ce que je connaîtrai du coup. Donc ça sera assez limité. Mais en gros, déjà, je vais pouvoir vous définir un peu ce que c'est et vous expliquer, vous donner deux trois exemples sur l'analyse quantitative. Alors, l'analyse quantitative, donc le quant trading, on pourrait le définir comme ça. Ça consiste à modéliser mathématiquement le mouvement en essayant de mettre en fonction, donc en fonction, des récurrences et en essayant de trouver un modèle auquel le marché répond. Alors, derrière cette tournure de phrase un peu longue, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre plusieurs choses. Petit 1, l'analyse quantitative utilise des mathématiques. Petit 2, l'analyse quantitative essaie de mettre en algorithme certaines récurrences qu'il y a sur les marchés financiers. Peu importe que ce soit les futurs, les actions, le spot forex, les options, etc., etc. Et ou en essayant de trouver un modèle auquel le marché obéit, auquel le marché répond. Alors attention, ce n'est pas aussi simple ou aussi simpliste plutôt, que de dire, ben voilà, en fait, le trading quantitatif, l'analyse quantitative, consisterait à essayer de modéliser l'évolution d'un mouvement, c'est-à-dire de théoriser pourquoi est-ce que le mouvement va monter, descendre, et de dire, ben voilà, il faudrait acheter, vendre là, en essayant de faire une sorte de swing. Non. L'analyse quantitative, c'est plutôt pour du trading extrêmement court terme, qui est plutôt utilisé par ce qu'on appelle le HFT, donc le High Frequency Trading. Et je vais vous donner quelques exemples. Quand on parle de récurrence, par exemple, en essayant de trouver un modèle auquel le marché répond. Il y a beaucoup de quant traders, donc de robots quantiques, on pourrait appeler ça comme ça, qui ont été créés par d'anciens traders qui travaillaient dans les salles de marché de certaines banques et qui connaissaient les algorithmes des banques. Et donc il y a quelques robots qui ont été faits, donc quelques algorithmes quantiques qui sont faits, ou quelques donc, fonctions mathématiques qui sont faites, pour soit contrer les algos des banques, soit travailler avec, soit les déclencher. Par exemple, il y a des algorithmes qui savent qu'en faisant certaines récurrences sur le marché financier, en faisant certaines choses, ça va déclencher les robots de telle ou telle banque, ce qui va créer un mouvement. Alors attention, ce n'est pas des mouvements qui peuvent être énormes non plus, des fois ça peut être des mouvements sur une dizaine, 5-10 pips, mais ces robots vont essayer de gagner de toute façon sur des micro-pips ou sur des 2, 3, 4, 5 pips. Donc l'idée c'est ça, ils vont essayer de balancer en fait des ordres pour éveiller la curiosité d'un algorithme. Cet algorithme va se déclencher et il va y avoir un mouvement. Ça peut être ensuite une réaction en chaîne, comme il s'est passé le flash crack de 2011 au mois de mai, où il s'était un peu passé ça. Il y avait tous les robots du monde qui ont tous commencé à s'affoler à cause d'une soi-disant erreur de double zéro sur un ordre sur Procter & Gamble, qui avait fait chuter le Dow Jones de 10% en 3 minutes, je crois, ou en 6 minutes, qui avait fait coter à 0$ beaucoup d'actions. Bref, tout ça pour dire que c'est pas le trading auquel vous penseriez, d'accord? Normalement, c'est plus du trading bizarre, c'est la haute finance. Là, c'est un autre monde, une autre sphère. Mais c'est hallucinant ce qui se passe quand on entend un peu parler les gens qui s'y connaissent et qui vous parlent et qui disent waouh,
on est un peu sur le cul, donc heureusement qu'on est assis. Donc voilà, l'analyse quantitative consiste à modéliser mathématiquement les mouvements en essayant de mettre en fonction les récurrences. Donc je vous ai donné un exemple, par exemple, en essayant de déclencher certains robots. Il y a d'autres exemples, par exemple, il y a les robots de fiches. Donc en fait, c'est des robots qui sont soit dans la même salle, soit dans la salle la plus proche des serveurs d'une bourse, par exemple London Stock Exchange, et qui vont envoyer des ordres en rafale, en fait, sur le marché. Mais les ordres, en fait, ce qu'il va faire, c'est il va envoyer l'ordre, il va regarder ensuite quelle est la contrepartie, et avant que la bourse n'ait le temps d'effectuer l'ordre, hop, il va retirer le marché. Donc en fait, il ne va pas passer d'ordre. Il va envoyer l'ordre, il va le retirer. Envoyer, hop, retirer. Envoyer, retirer. Alors c'est pour faire quoi? C'est pour exciter certains ordres, et c'est pour scanner un peu le marché. Et en fait, en faisant ça, il va regarder en fait qui est-ce qui est en face. Et ils vont scanner le marché, et ils vont essayer pareil, de trouver certaines récurrences, parce qu'il y a des stratégies qui sont utilisées, par exemple, et où il y a des points communs, des récurrences, par exemple certains volumes qui sont à certains niveaux, ou qui sont éparpillés sur un certain nombre de niveaux. Et donc ils vont essayer pareil de repérer. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils tradent entre eux, quoi, hein, les robots. Quoi, hein. C'est un robot qui va essayer de reconnaître les stratégies des gros poissons, et qui va essayer de jouer avec pour essayer de gratter de l'argent. Hein, donc il y a plein de trucs comme ça. Il y a un autre système qui m'a ébahi. C'est un système qui n'est pas basé sur la performance de trading, mais plutôt sur la commission. En fait, c'est un algorithme qui est extrêmement puissant, il y en a plein comme ça, où en fait, ils vont envoyer des ordres pareil en rafale, mais en fait, ils vont jouer sur le bid et le ask. En fait, ils vont faire de l'arbitrage entre les différents fournisseurs de liquidités. Et puis, ils vont avoir un spread soit zéro, soit négatif, soit très très faible. Et en fait, ils vont encaisser des commissions sur les volumes qui sont générés. Et donc, en fait, ils vont avoir une performance quasiment nulle, et ils vont générer des commissions. C'est dingue, hein. Alors, moi, j'avais créé un système comme ça, où, alors c'était pas du HFT, hein, mais ça a apporté de n'importe qui. Imaginez ce système-là. Vous êtes IB d'un broker, ok, vous touchez des commissions sur le broker. Vous créez un système, le système n'est ni gagnant ni perdant, vous ne savez pas quoi en faire. Le système perd, des fois il gagne, bref, c'est un système qui, par exemple, est un système de suivi de tendance, un truc tout con, hein, avec des moyennes ou quoi. Mais voilà, bah, quand on est en range, bah, ça perd, quand on n'est pas en range, ça gagne. Alors, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais en fait, ce qui était intéressant de faire, c'était qu'on a essayé de développer un système en fonction des performances. C'est comme je l'ai expliqué la dernière fois, en gros, on essaie de modéliser un peu quelque chose. Donc, on fait se trader le système des moyennes mobiles sur un marché, et on analyse la performance en temps réel du système, et on va ajuster le money management en fonction de la performance du système. Et donc, donc ça, c'était le premier outil de travail. Et le deuxième, et en fait, cet outil, au début, le système brut, donc, voilà, des fois il gagne, des fois il perd, mais en gros, autant vous dire, hein, sur la plupart des trades, soit au bout d'un an, il finit perdant de moins 10%, soit des fois plus 10%, mais il n'y a jamais eu de grosses envolées, mais également jamais de grosses pertes. Ça, c'était pas mal. Et en fait, je m'étais dit, mais en fait, là, j'ai un système qui est gagnant sur certains marchés, perdant sur d'autres, mitigé, mais en gros, qui est 50-50, quoi, qui est plus ou moins neutre. La question, c'était, et si je le mettais chez un broker, que je me mettais IB du broker, et que j'encaissais les commissions. J'encaisse. Et en fait, j'utilise le capital du robot pour générer les commissions. En fait, c'est le même principe. Alors, pour la petite histoire, bah, ça a bien marché. Enfin, ça a bien marché, toute proportion gardée. C'est un système qui tourne toujours, que j'ai chez un broker. Et bah voilà, j'ai fait 2 comptes. Hein. Je me suis mis IB d'un côté, de l'autre côté, j'ai fait ouvrir un compte. Et puis, bah, le petit robot trade. Bon, en ce moment, il est perdant, je crois. Ça fait 2 ans, bientôt 2 ans qu'il tourne. Là, je dois être à moins 7%. Il y a eu des périodes où il était positif, des périodes où il était négatif, mais les moins 7% sur 2 ans, bah, au final, bah, ça génère des commissions. Et ça a généré bien sûr beaucoup plus de commissions que l'équivalent de ces 7%. Parce qu'en plus, en étant IB, bah, j'ai pu me rajouter un markup. Hein. J'ai dit au broker, hey, tu peux mettre 3 pips de spread, comme ça moi je touche 2 pips par trade. Et du coup, à chaque fois que le robot prend un trade, je gagne 2 pips, tout le temps. Et donc ensuite, bah, des fois il gagne, des fois il perd, et voilà, sur du long terme, c'est positif. Donc moi, à ma petite échelle, bon, bah, j'ai créé ce petit truc qui est mignon, bon, qui rapporte pas des milliers, mais c'est toujours ça, hein, ça vous paye un petit truc à la fin de l'année. Mais par contre, eux, oui, eux ils le font, mais à des échelles astronomiques. Donc voilà quelques exemples d'analyse quantitative. Donc en fait, ils essaient de modéliser mathématiquement quelque chose, et de voir comment le marché va réagir. Alors pourquoi est-ce que je parle de l'analyse quantitative? C'est parce que nous, au sein de DMT, on utilise de l'analyse quantitative. Alors, on ne fait pas d'HFT, on ne fait pas de mathématiques, hein, aucune connaissance mathématique n'est requise. En fait, j'ai préféré appeler ça parce que quand j'analyse en fait ce qu'on fait et comment je pense,
Et comment j'interviens, pas comment j'interviens, mais comment j'analyse. Hein. Attention, là on est dans l'analyse, hein, parce que j'interviens avec les graphiques, mais l'analyse est un peu différente. En fait, je suis plus proche de l'analyse quantitative qu'autre chose. Donc on a appelé ça l'approche statistique. En fait, ça repose sur la modélisation du mouvement en fonction de l'évolution du risque, du taux de réussite et de l'espérance de gain des stratégies de trading. Alors c'est pas exact en fait, la formulation elle aurait dû être différente, elle aurait dû être, ça repose sur la modélisation de l'évolution du risque, du taux de réussite et de l'espérance de gain des stratégies de trading en fonction de l'évolution du mouvement. Voilà, c'est juste à l'envers, j'aurais dû l'écrire, je sais pas pourquoi j'ai fait cette faute. Alors ça veut dire quoi? En fait, donc on a plusieurs stratégies qui coïncident avec plusieurs types de marchés. Donc je donne un exemple, la stratégie suivi de tendance avec stop loss court et take profit élevé. Donc l'idée c'est quand est-ce qu'il faudrait utiliser ces stratégies. En fait, il faut analyser, il faut scanner le marché, dire dans quelle situation cette stratégie c'est le plus fort taux de réussite, la plus forte espérance de gain et le moindre risque. Donc en fait, on a modélisé les stratégies en mettant en fonction l'évolution du mouvement. C'est-à-dire l'évolution du mouvement, c'est quoi? Il y a petit 1, la volatilité, et petit 2, le sens. Donc haussier, baissier, et puis le début et la fin. Donc en fait, un mouvement, nous, on le définit par 3 paramètres. Premier paramètre, le sens. Deuxième paramètre, le temps, c'est-à-dire depuis combien de temps ce mouvement dure et sur quelle unité de temps. Et troisième et pourquoi pas quels sont les fondamentaux de tout ça. Et troisième critère, la volatilité. D'accord? Et en fonction de l'évolution de ces 3 critères, l'évolution du taux de réussite d'une stratégie, l'évolution de son espérance de gain, l'évolution du risque, va bien évidemment varier. Hein. Donc des fois les stratégies seront beaucoup moins rentables. Par exemple, il y a des situations dans lesquelles trader avec un stop loss qui est beaucoup plus gros que le take profit, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup moins risqué. Alors que normalement on pourrait dire mais non mais c'est risqué comme approche ça, que des stratégies où on a un stop loss égal au take profit ou un take profit plus gros. Il y a des situations dans lesquelles faire une martingale c'est moins risqué et oui et plus intéressant au niveau de l'espérance de gain que de faire du pyramidage. Donc en fait voilà, nous l'approche qu'on a faite c'est ça, c'est on passe à la moulinette en fait les stratégies et là on sort des modèles et ensuite on calque ces modèles sur l'évolution du prix et puis ça nous dit quelle stratégie doit-on utiliser en fonction de quoi. Donc c'est pour ça que je nous qualifie plutôt dans l'analyse quantitative parce qu'on a modélisé quelque chose en fonction de l'évolution du mouvement. Alors ça on le définira puisque l'approche statistique fait partie d'un cours, je crois que c'est le cours numéro 15, donc on aura longuement l'occasion d'en parler pour que vous compreniez mieux à quoi ça correspond. Prochaine vidéo, la lecture graphique, c'était donc la dernière partie, le dernier chapitre de l'introduction de notre formation. Donc j'espère que pour l'instant ça vous plaît et donc on va commencer par entrer dans le vif du sujet.